Identique est heureux de vous présenter l'émission du Verbe à l'action. Bonjour à tous, bonjour à toutes et ravi de vous accueillir pour la grande première de notre émission sur Supply Chain Village, du verbe à l'action. Beaucoup de choses à dire et nous sommes très fiers de vous accueillir aujourd'hui pour cette grande première en direct évidemment, pour continuer à établir des passerelles entre le monde de l'entreprise et la littérature, consolider ces passerelles. Voilà pourquoi à mes côtés, Gilles Tasserie est là. Bonjour, le fondateur d'Identique. Bonjour Gilles. Bonjour Lionel. Ravi de vous accueillir et notre invité privilège, notre invité exceptionnel. On a beaucoup de chance de l'avoir. C'est un petit peu le parrain de l'émission. Monsieur Bernard Werber. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je dis quelques mots quand même sur Bernard Werber. Les fourmis en effet, mais pas que. L'un des écrivains français les plus lus, les plus traduits dans le monde. Vous avez donc une vision internationale qui est particulièrement intéressante et on va pouvoir échanger sur nos thématiques. Votre dernier ouvrage, évidemment, Bernard Werber, Le temps des chimères aux éditions Albin Michel, on va en parler. Beaucoup de thématiques à évoquer, mais comme cette émission est en direct, vous le savez et que vous connaissez le principe, vous pouvez vous aussi poser vos questions, vous êtes connectés et vous nous suivez et on va pouvoir relayer, restituer ces questions pour Bernard Werber et pour Gilles Tasserie. Notre thématique pour commencer, autour de l'homme et de la machine, est-ce qu'il n'y a pas parfois un oxymore ou en tout cas une contre-indication dans cette terminologie? Bernard Werber, je vous pose la première question avant qu'on débatte ensemble. Est-ce que l'homme est en train de s'autodétruire? Est-ce qu'il est programmé d'ailleurs pour s'autodétruire? On en parle dans ce livre, mais on en parle en général aussi avec l'arrivée de la technologie prégnante de plus en plus. Le ton est donné, mais il sera souriant, rassurez-vous. Alors d'abord, moi je suis un optimiste sur le long terme et un pessimiste sur le court terme. Alors je pense qu'on fonctionne avec 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Donc ce qu'on pourrait appeler autodétruire, c'est les 2 pas en arrière. Les 2 pas en arrière, on est en train de les faire maintenant. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un moment où les 2 pas en arrière vont s'arrêter et on va à nouveau faire 3 pas en avant, ce qui veut dire qu'au final, on avance. Et si on regarde toute l'histoire de l'humanité, on a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, quand il y a des erreurs à faire, on les fait. Du coup, on comprend qu'il ne fallait pas les faire. Et là, à partir de là, on avance différemment et normalement un peu mieux. Donc je suis optimiste sur notre espèce, sur le génie de notre espèce, sur sa capacité aussi à avoir une vision du futur et à essayer. Je crois qu'on a tous envie de laisser à nos enfants un monde meilleur. Maintenant, la manière dont on s'y prend peut compliquer les choses. Maintenant, il va y avoir des remises en question un peu inconfortables, mais je crois qu'on ne va pas s'autodétruire pour répondre à votre question. Et au final, la grande expérience, ça va être une augmentation de la conscience. C'est-à-dire que jusque-là, on pensait qu'il faut être de plus en plus intelligent. Et le nouvel enjeu, c'est maintenant, il faut être de plus en plus conscient. Et conscient, ça veut dire conscient du pouvoir des machines, de notre pouvoir à nous, du pouvoir de la nature, et comment intégrer les 3 pour qu'ils s'harmonisent. Je cède la parole à Gilles Tasserie dans un instant, mais je vous relance, Bernard Werber, parce que le débat est intéressant et il est prégnant au quotidien véritablement. Est-ce que l'homme doit se transformer en permanence? Est-ce que l'homme doit muter? Je ne révèle rien, je vous renvoie évidemment à l'ouvrage. Est-ce qu'il doit être résilient au point de changer son genre? Alors, dans mon roman, j'imagine qu'en effet, il y a une situation qui oblige l'homme à changer de forme et notamment à utiliser les technologies de type génétique pour créer des hybrides, c'est-à-dire des hommes qui soient adaptés à de nouveaux milieux, l'eau, l'air, la terre. J'ai poussé le curseur un peu loin. Maintenant, ce qui m'intéressait et ce que j'ai découvert en écrivant le livre lui-même, c'est que c'est possible. C'est-à-dire on peut mélanger un être humain avec un animal pour obtenir un hybride, et cet hybride peut avoir des capacités différentes de nous. Cette technologie est déjà utilisée notamment pour fabriquer des organes, pour les greffes d'organes, parce qu'il y a un manque de greffes d'organes. Donc là, actuellement, on mélange notamment l'homme et le cochon pour obtenir des pancréas, pour obtenir des cœurs. Ça a l'air de la science-fiction, on y est. Moi, j'ai poussé le curseur plus loin, j'ai imaginé qu'on mélange l'homme et la chauve-souris pour obtenir des hommes avec des ailes. Donc, je vais vraiment plus loin. Mais au point de vue technologie,
Je pense que d'ici 10 ans, on verra apparaître des hybrides, des mutants, souvent dans des laboratoires ou pour un niveau expérimental. Moi j'ai imaginé qu'il y ait carrément des communautés d'hommes ailés ou d'hommes nageants ou d'hommes creusants. Mais en tout cas, ce qui se passe actuellement, et je pense que Gilles aussi apportera son regard là-dessus, c'est ce qu'on prenait avant pour la science-fiction est en train de devenir notre réalité. Moi, par exemple, rien que le smartphone, j'imaginais pas le voir un jour. J'espérais, je me dis, j'aimerais bien avoir un petit téléphone dans lequel je puisse faire de la visiophonie. C'était. Ben oui, mais il y a plein de choses que je pensais pas voir. L'intelligence artificielle qui arrive à écrire des textes complètement crédibles et tout. Je pensais que ça allait arriver dans 10 ans, et on y est. N'y a-t-il pas donc, Gilles Tassery, un risque à l'autodestruction? Pardonnez-moi, je reviens à la thématique au départ, de l'homme lui-même en le remplaçant par la machine. La technologie, très présente aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous dans votre univers, l'univers de votre entreprise, n'y a-t-il pas à un moment donné un risque de dépassement de l'être humain, du collaborateur, dans le cadre de l'entreprise, par les machines, par la technologie? Ce qui est très intéressant, c'est que Bernard présente par rapport à la génétique, et moi je vais l'aborder par rapport à la mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie... Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de destruction de l'humanité, alors philosopher un tout petit peu, mais il y a une vraie volonté aussi d'évolution. Je pense que si demain des gens avaient la capacité d'avoir une modification génétique, ils iraient tout de suite. Comme on fait de la chirurgie esthétique, comme voilà. Quand on prend aujourd'hui un nageur physiologiquement, quand ils sont champions du monde, ils ne sont pas humains. Ils ont des mains plus grandes que nous, des pieds plus grands que la normale. C'est ça qu'on voit. Et dans notre métier, la logistique, entre autres, on voit arriver les robots, on voit arriver l'automatisation. Moi, à chaque fois, ce que je soulève, c'est oui, mais l'homme là-dedans. C'est-à-dire qu'on a une matière pensante très forte qui voit un futur mécanisé, avec une application qui est complètement disruptive ou qui ne tient pas du tout compte de l'être humain là-dedans. Donc on voit des entrepôts énormes, avec des translockers énormes, et on voit des petits bonhommes qui se baladent, avec ces machines qui bougent de partout. Et c'est ça que je reproche. C'est-à-dire que je pense qu'on peut faire quelque chose de très intelligent, l'homme augmenté dont on parle, ce que vient de faire encore Elon avec son implant Neuralink, qui est absolument fabuleux. Et à chaque fois, on a une transition vers la peur parce qu'on n'a pas accompagné l'homme dans son évolution. Un enfant, pour qu'il marche, il faut qu'il tombe 10 000 fois. Nous sommes tous tombés 10 000 fois pour marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, une population peut tomber en effet 10 000 fois pour dire, ben, ça y est, j'ai passé le cap? Donc voilà, c'est très Avez-vous conscience de cela dans le cadre de votre entreprise, de votre activité, moi, justement? Et est-ce que vous l'appliquez effectivement bien sur la prise de conscience du risque de l'homme à s'autodétruire, le mot est peut-être un petit peu fort, mais à s'auto-remplacer par les machines, par la technologie, par sa propre invention en fait? On a aujourd'hui un fond qui est que l'homme, dans l'environnement logistique, ne peut plus produire plus. On est arrivé en limitation. Le Covid a créé un effet incroyable. La production a été multipliée par 2 d'un coup et la masse humaine ne peut pas générer ça. Donc il faut qu'on l'accompagne. Et on se rend compte dans la logistique que l'homme passe beaucoup de temps à renseigner des informations dans les systèmes informatiques. Je me bats régulièrement, ou j'argumente régulièrement pour dire un préparateur n'est pas là pour renseigner tout le temps ton informatique parce que toi tu veux le superviser. Un être humain, il peut créer une data. Comme nous, lorsqu'on va se déplacer avec notre téléphone, on va aller... ce matin, voilà, je voulais changer un peu ma tenue vestimentaire. Hop, le magasin le plus proche, il est où? Il est ici, il ouvre à quelle heure? J'y suis, je fais mes achats et je repars. Dans la logistique, c'est exactement la même chose. Ton action, c'est d'aller chercher un produit, de le prendre, de le poser ici, de prendre ton produit, de le mettre dans le camion. C'est ça. C'est pas de dire, je l'ai bien pris, je l'ai bien posé, je suis bien ici. Et on rentre donc l'homme dans une génération de data, de généralisation de data, et ces gestes les plus répétitifs, les plus fatigants, parce qu'on peut dire ce que l'on veut. Quand je soulève des tonnes par jour, franchement, il y a une machine. Après, se poser la question, est-ce que la machine ne peut pas me générer mon salaire? Je pense que c'est ça. Si demain on explique aux êtres humains qu'en effet la machine va venir te compléter, mais que toi, financièrement, tu ne seras pas impacté, là on peut rassurer une population. Mais la machine peut prendre le pouvoir, Bernard Werber. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un côté inéluctable à ce phénomène? Est-ce qu'à un moment donné, la machine, avec l'accord des êtres humains qui l'inventent, cette machine évidemment, mais que la machine prenne le pouvoir à un moment donné? Je vais revenir dans le domaine où je me sens le plus légitime, et où je sais que Gilles a aussi une grande culture, c'est la science-fiction. Il y a eu ce film extraordinaire, Matrix, qui est dans l'esprit de Philippe Cadic, mon maître en écriture, qui quand même nous dit, ok, il se peut que l'intelligence artificielle, à un moment, se dise,
la meilleure manière d'aider l'homme et d'aider la planète, c'est de mettre l'homme en esclavage. Comme ça, l'homme arrête de détruire la planète, et puis nous, l'intelligence artificielle, nous le gérons. C'est un thème qui est récurrent dans la science-fiction, mais là, quand même, on y va. Je vais vous dire comment ça va se passer. D'abord, les gens vont s'apercevoir que l'intelligence artificielle, tout ce qu'ils font peut être fait mieux, plus vite, et avec un résultat plus efficace. À partir de là, il y a un moment, il y aura des ministres qui finiront par se dire « Attends, pour gérer l'État, le mieux, c'est encore demander à l'intelligence artificielle qu'est-ce que je dois faire. » Déjà, il y a des militaires sur la guerre en Ukraine, on en parlait tout à l'heure, et la Russie, des militaires qui utilisent l'intelligence artificielle pour avoir la meilleure stratégie pour gagner. Donc, si on a des généraux, des ministres, qui nous empêchent d'avoir un président de la République qui, à un moment, se dit finalement, pour gouverner l'État, le mieux, c'est que je me fasse aider d'intelligence artificielle, parce que tous les êtres humains sont faillibles. L'intelligence artificielle aura été programmée pour être d'une efficacité absolue. À partir de là, pourquoi ne pas directement passer à on vote pour de l'intelligence artificielle, on arrête avec les présidents qui sont des êtres humains faillibles, corruptibles, qui peuvent se faire attraper par des affaires de mœurs ou par des scandales financiers, alors que l'intelligence artificielle sera au-dessus de tout. Donc oui, il y aura un moment de nous-mêmes, on va se laisser aller en esclavage par l'intelligence artificielle en toute conscience, et c'est là qu'on va atteindre un point où on va se dire comment a-t-on programmé cette intelligence artificielle, vu qu'elle a été programmée par l'homme. C'est une très très bonne remarque. Nous sommes en train de construire notre maître, et nous sommes très heureux de l'avoir comme maître. Est-ce que c'est de l'autodestruction? Je dirais c'est la mise en esclavage, choisie et consentie, parce que finalement, on se sent mieux comme esclave que comme maître. Peut-être par fainéantise aussi, ou par souci d'efficacité. Donc je rebondis sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez été tenté, vous, Bernard Werber, par l'intelligence artificielle et lui demander pourquoi pas d'écrire un ouvrage? Alors j'ai écrit... Je ne dis pas qu'il a été écrit par l'intelligence artificielle, c'est bien vous. Hein. Attendez, mais la question est intéressante. Une fois que j'ai terminé d'écrire le Temps des chimères, j'ai demandé à ChatGPT: peux-tu m'écrire le premier chapitre d'un livre dont le thème est le mélange entre les êtres humains, les chauves-souris, les dauphins et les taupes, et qui imagine un futur dans lequel ça est avancé, et tu me l'écris à la manière de Bernard Werber. Incroyable. Ça a mis 5 secondes, et c'était le premier chapitre. Et j'obtiens le premier chapitre. Donc ce premier chapitre, je le lis, et c'est beaucoup mieux écrit que ce que j'écris moi, pour une raison très simple. Non. Mais si, parce que ChatGPT est déjà programmé pour avoir des prix littéraires. Ouais. Donc il m'a mis des phrases plus longues, avec un vocabulaire plus riche et des effets de style. Alors que j'avais dit à la manière de Bernard Werber. Et c'est là où j'ai compris que mon originalité est dans le sujet-verbe complément, l'absence de sauce ou l'absence d'effet de style. Moi, je sers très fort. Vous êtes. Oui, je sers très fort sur l'intrigue. C'est la complexité de l'intrigue. Et au niveau de l'intrigue, ChatGPT ne pourra pas inventer une intrigue. Il ne pourra pas inventer le sujet. Si je lui demande écris un livre juste à la manière de Bernard Werber, il va il va écrire des trucs sur les fourmis en fait. J'ai aussi essayé ça. Donc ça m'a permis de comprendre. Mon style, c'est absence de style, et mon choix, c'est pas de sauce, pas de crème, pas de truc qui gâche le goût. J'appelle ça le sushi. C'est-à-dire que mon style, c'est le sushi. Le sushi, c'est l'aliment cru servi sans aucun condiment. Le contraire du sushi, c'est le plat, c'est la viande cuite avec une sauce, j'allais dire le steak béarnaise. Du coup, vous ne savez pas si le steak est vraiment frais, et vous sentez que le goût de la béarnaise. Donc, en fait, vous n'avez pas l'aliment. Et là, c'est l'intérêt de la nourriture japonaise, c'est l'aliment pur, et si le poisson n'est pas frais, vous le voyez tout de suite. Et le poisson, en l'occurrence, ça serait l'intrigue. Si vous n'avez pas une bonne intrigue, eh ben, vous pouvez le cacher avec plein de jolis mots, de jolies phrases et tout. Donc, l'intelligence artificielle, pour ce cas-là, j'ai vu sa limite. Elle veut à tout prix faire joli, mais elle ne pense pas à faire efficace. Et moi, mon souci quand j'écris, c'est de surprendre. L'intelligence artificielle ne pourra pas faire un chapitre qui surprend, et ni une fin étonnante. Donc il y a des limites, en effet. Gilles Tassery, vous êtes sushi ou entrecôte béarnaise? Moi, je suis sushi. Vous êtes sushi à fond. Non, mais avec le risque, par souci là aussi, et pas par sushi, d'efficacité, non, mais de laisser la place à l'intelligence artificielle et à la machine dans le cadre de l'entreprise, pour une meilleure rentabilité. Oui, je pense que le sujet a déjà été traité. L'IA n'est pas un problème. C'est simplement qu'elle vient de mettre au banc une grande partie de la population qui va la subir. L'IA utilisée par Bernard, c'est magistral.
L'IA utilisée par, je ne sais pas, un dirigeant sur des concepts de développement logiciel ou autre, c'est magistral. Par contre, la personne qui tape le texte de Bernard, lui, est confronté à une vraie problématique. Après, je rejoins Bernard et j'ai bien aimé parce que j'avais dans ma tête, l'IA n'a rien de dangereux, le seul problème c'est qu'elle est créée par un être imparfait. Donc, quelle est la résultante de ça? Elle a peut-être des limites, tout de même, non? L'homme n'a pas de limite. Mais l'IA? Je ne pense pas qu'il y ait une limite. Le créateur de ChatGPT a parlé la dernière fois, et ça a fait beaucoup de buzz sur Internet, de la version 6 de ChatGPT. Et le journaliste lui dit, mais qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Il dit, je ne sais pas. Il dit, mais qui va pouvoir l'utiliser? Il dit, je pense que c'est Dieu. On est là. C'est pour ça que je dis que l'homme n'a pas de limite dans sa création. Et donc, nous, comment on va la subir? Moi j'aime ChatGPT, on peut s'en servir sur plein de sujets. Enfin, il n'y a pas que ChatGPT, hein, il y a Midjourney, il y a Midjourney, je crois, c'est ça. Par contre, on fait en effet on voit aujourd'hui des films de célébrités dans des situations parodiques qu'on ne peut pas maîtriser. Et quelle va être la porosité d'une population qui n'a plus aucun filtre sur l'image pour trier une fausse information? Et c'est là où je dis qu'on a l'homo sapiens sapiens, mais on va avoir vraiment l'homo sapiens supérieur IA qui va être là. Ah bon, c'est très philosophique. Est-ce que cela veut dire, Gilles Tassery, que vous pourriez, à l'avenir, en tant que patron, en tant que chef d'entreprise, avec votre groupe qui ne cesse de progresser, remplacer des collaborateurs, des êtres humains, Non. par la machine, par l'intelligence artificielle? Ça paraît tellement simple, tellement efficace, tellement inéluctable et plus rentable. Je vais vous donner une réflexion que j'avais. Aujourd'hui, l'homme, nous sommes dans l'éducation. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on apprend par nous-mêmes. On regarde, on observe. Le robot, aujourd'hui, c'est un concept totalement différent. Si on prend Boston Dynamics, c'est une succession d'algos qui mettent à l'intérieur pour faire un geste. On a aujourd'hui une seconde génération qui est en train d'arriver, qui est très intéressante, c'est le robot par l'apprentissage. Un être humain fait les gestes 1000 fois, 2000 fois, 5000 fois pour que le robot les reproduise. Et à partir de là, déjà, on a une base de réflexion qui est totalement différente. D'un côté, j'ai un homme qui apprend, et de l'autre côté, j'ai une machine à qui je vais simplement prendre mon savoir-faire et lui répercuter. Donc, c'est pour ça que je dis que la vraie solution, c'est pas de dire on est en guerre contre, parce que de toute façon, on aura du racisme. iRobot a bien présenté ça. Quelle est ma réaction aujourd'hui par rapport à une machine, par rapport à un robot? Déjà qu'on l'a entre nous, ça va être compliqué par rapport à une machine. Voilà. Donc ça, c'est un peu... je ne pense pas que ça remplacera, parce qu'il y a des choses qui sont absolument fabuleuses dans l'homme. Par contre, ça va amener l'homme toujours, ou la femme bien sûr, à l'excellence. Et la couche en bas des 80%, qu'est-ce qui va se passer là? Là, on est dans des machines à broyer, psychologiques, rentabilité, alimentaire. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Comment vous imaginez, Bernard Werber, l'entreprise de demain? La société, vous êtes un expert, un spécialiste, la société des fourmis, la société des êtres humains. L'entreprise, c'est une société aussi, une communauté véritablement. Est-ce que demain, ou après-demain, cette société, ce genre en tout cas, sera prédominé par des mutants? Non. Ou par des machines? Alors, il y a ce que j'imagine qui va se passer et il y a ce que j'aimerais qu'il se passe. Je pense que une des voies de bien-être de l'être humain au sein de l'entreprise, c'est des petites structures très connectées. Pour reprendre l'image des fourmis, c'est-à-dire des systèmes qui se parlent entre eux, mais quand il y en a un qui est défaillant, il y a des systèmes de compensation qui se produisent automatiquement. C'est le contraire de la centralisation avec des grandes structures. J'ai travaillé dans des grandes rédactions et je me suis aperçu que plus la rédaction était grande, plus tout le monde se gênait, tout le monde était en concurrence, il y avait énormément de stress et au final, il y avait très peu de gens qui arrivaient à exprimer leur talent parce qu'ils se gênaient les uns les autres. Et apparaissaient des systèmes de clientélisme, c'est-à-dire des chefs qui foutaient rien et qui entretenaient, grâce à des copains, un système de pouvoir qui n'est pas basé ni sur le talent, ni sur le mérite, ni sur la capacité de travail. Et ça, je l'ai vu que dans les grandes entreprises. Quand j'étais dans les journaux plus petits, ils ne pouvaient pas se permettre le luxe d'avoir des incompétents qui sont chefs. Donc, c'est pour ça que je trouve que la structure de petits éléments connectés, voire des petits éléments qui, quand ils ne fonctionnent pas, sont déconnectés, et remplacés par des éléments qui marchent, me semble quelque chose qui serait plus efficace. Ce n'est pas la tendance actuelle. La tendance actuelle va vers les regroupements de grandes structures parce que ça rassure tout le monde. Mais ces grandes structures, un peu comme des mammouths ou des dinosaures,
ne pourront pas tenir éternellement. Et moi, je crois aux petites structures mobiles et un système de type comme la nature, c'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas sont déconnectés, et ce qui évidemment sous-entend des tas de problèmes sociaux à gérer, mais il faut créer un système dans lequel ça se passe le mieux possible pour que tout le monde se sente bien. En tout cas, quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise dans laquelle son travail n'est pas mis en valeur, il n'est pas créatif, au bout d'un moment il va dépérir, il va être en train d'attendre les vacances, le congé maladie ou la retraite. Et ça veut dire qu'il n'est pas à sa place. Moi je dis souvent, le but d'une vie c'est de trouver sa place, et quand on est à sa place, on est heureux et on rayonne. Quand j'étais en entreprise, quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, tout mon travail n'était pas ni épanouissant pour moi, ni épanouissant pour les autres. Et dès que j'ai pu devenir écrivain avec ma propre petite structure dans laquelle c'est moi qui vais chercher l'information, c'est moi qui produis le livre, et au final c'est le public qui décide si ça fonctionne pas, sachant que le public peut décider aussi qu'il s'intéresse plus à mon travail, et dans ce cas je devrais me remettre en question, mais j'étais en train de trouver du plaisir. C'est-à-dire j'ai retrouvé le plaisir que j'avais perdu en entreprise, je l'ai retrouvé dans une petite structure autonome. C'est pour ça que je pense que des tas de petites structures, avec des gens dynamiques, qui sont connectés, qui communiquent, c'est l'avenir. Et je pense que c'est aussi ce que permet de faire la technologie de Gilles. Mais ce que décrit Bernard Werber, Gilles Tassery, cela ne vaut que si l'être humain domine et n'est pas influencé par la machine, quand on est dans une petite structure, justement. Est-ce que vous avez la même vision, d'ailleurs, que Bernard Werber sur la description de l'entreprise idéale? J'ai exactement la même vision. D'ailleurs, c'est compliqué, puisque je ne peux pas objecter. Je vais être que dans le sens de Bernard, bien sûr. En plus, j'en suis un représentant. Mon entreprise a une dimension d'une vingtaine de salariés. Dedans, j'ai que des artistes, que des gens à qui je laisse un maximum de latitude, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils veulent me montrer, c'est ce que je vois en eux, moi. Et je veux qu'ils me le montrent, ce qu'ils ont. C'est très mégalo, quelque part. Donc l'être humain encore. Mais c'est l'être humain. Ah oui. Mais je garde la même chose. On en parlait tout à l'heure. Quand la machine à vapeur a été créée, elle a totalement transformé le monde. Les usines entières ont été construites. On a généré les colonisations. Parce on n'arrivait pas à cultiver assez vite par rapport à la vitesse à laquelle on devait produire. Et aujourd'hui, on est dans la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans cette partie de bascule des gens dans la psychologie, mais malheureusement, l'homme va trop vite. On a toujours les mêmes émotions, on a toujours les mêmes ressentis, et ce que l'on met en face aujourd'hui est très violent. Et donc psychologiquement, l'adaptation de l'être humain dans son environnement fait qu'on est plus sur soit, ce que vous disiez tout à l'heure, je vais subir totalement et je me laisse aller. Voilà, fin. Je rentre dans une phase où, si je peux rester chez moi, commander, avoir 1000 € par mois qui tombent sans rien faire, je suis une personne heureuse. Soit, je vais dire non, je veux aller là-dedans. Et c'est pas dans les grands groupes. La difficulté simplement, c'est que les grands groupes aujourd'hui ont une puissance financière telle que toute structure émergente, ils la récupèrent. Après, ils vont la détruire ou ils vont l'améliorer. Et c'est là où on est rentré pour la première fois dans l'histoire économique, industrielle du monde, dans quelque chose de très particulier. Il y a déjà au Japon une DG qui est une IA. C'est elle qui fait les recrutements, c'est elle qui fait les licenciements, c'est elle qui fait les lettres de remerciement. Les gens s'adressent à l'IA. C'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Juste, il faut simplement l'intégrer, qu'aujourd'hui, de toute façon, ce ne sont pas les gens qui sont en bas qui vont avoir un pouvoir décisionnel, on le voit surtout aujourd'hui, ce sont les gens qui sont en haut. Quelle est leur stabilité psychologique? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment, l'IA, je rejoins bien à dire, Gilles, tu es inapte à ton poste, je te licencie. Ça, ce serait très intéressant. Et un peu dangereux, effectivement. Le danger, de toute manière, Bernard Werber, il est permanent dans notre vie, dans notre société. C'est ce qu'on est en train de décrire, évidemment. Dans votre ouvrage, à un moment donné, encore une fois, je ne veux pas spoiler, donc je renvoie évidemment tout le monde au temps des Chimères, qui est un roman magnifique, qui est haletant, qui vous emmène dans votre univers, effectivement, mais qui nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Me permet quand même de dire qu'à un moment donné, il y a l'autodestruction des êtres humains. Il se passe quelque chose... Il y a une mutation qui nous oblige à des choix, qui est le choix des hybrides. Il s'envoie des bombes à un moment donné, si je puis me permettre, Bernard Werber. Il y a une petite troisième guerre mondiale exactement. Qui dure une petite semaine. Et est-ce que le risque, justement, ce que vous décrivez, est-ce que c'est pas annonciateur d'une réalité? Il y a votre imaginaire, en effet, mais pardonnez-moi, moi j'ai un peu peur quand je vous lis. J'ai peur pour le genre humain, j'ai peur pour notre avenir.
Alors, dans le livre, mon héroïne se trouve dans l'ISS, donc elle voit la Troisième Guerre mondiale de loin. Et c'était une manière de dire, ça peut arriver, et ça serait un peu comme les grands mouvements qui ont fait évoluer notre espèce. Il y a eu un moment, donc la disparition des dinosaures, il y a eu des astéroïdes qui sont venus. On en est à il y a eu 5 extinctions globales d'espèces sur toute la planète. Et là, si on continue, on va vers la 6e. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est, OK, il y aura la 6e, mais il y aura des survivants. Toujours. Maintenant, ces survivants, est-ce qu'ils auront compris la leçon? Comme tu disais, un enfant qui tombe. C'est ça. Mais est-ce que, c'est sur des millions d'années, mais est-ce qu'ils ont compris la leçon suffisamment pour qu'ils aient l'idée d'inventer un système qui marche mieux? Donc, quand j'écris Le temps des chimères, en effet, je raconte un moment, disons que toute l'espèce humaine se retrouve affectée par la Troisième Guerre mondiale, qui fait des gros dégâts. Mais c'est l'enfant qui chute, il va se relever, on l'espère, et mon héroïne, elle va proposer une manière de se relever différente. Maintenant, je suis allé un peu loin puisque je propose que carrément on développe nos ailes, nos nageoires, notre capacité à creuser à la terre, mais c'est comme ça que la nature fonctionne. Elle crée des dangers, de terribles problèmes, et après c'est espèce, arriveras-tu à surmonter ce problème? Si tu n'y arrives pas, ben désolé, tu es éjecté du jeu. Et ça se peut qu'on soit éjecté. Tout à l'heure, vous parliez d'autodestruction. Ok, ça se peut que finalement, je vais poser très très loin le curseur, la Terre soit mieux sans nous. C'est-à-dire que là, on est dans l'anthropocène, c'est-à-dire que l'homme est en train de modifier toute la planète. Peut-être qu'il la modifie mal. Et à ce moment-là, ben, la loi de la nature veut que l'homme, jeune espèce, nous avons au mieux 3 millions d'années, eh ben, on laisse la place à d'autres. Déjà dans les fourmis, je disais, les fourmis sont là depuis 120 millions d'années, donc elles étaient là avant, elles ont l'air mieux adaptées, peut-être qu'elles doivent survivre après nous. Il faut avoir cette humilité, cette modestie de se dire, nous ne sommes pas les plus géniaux, nous ne sommes pas les... Ok, nous avons maîtrisé le feu, la technologie, nous avons créé des villes énormes, nous avons un impact sur la nature énorme. Ça ne veut pas dire qu'on est intelligent, ça ne veut pas dire qu'on est légitime dans le poste de chef de la planète, et ça ne veut même pas dire que c'est nous qui avons le réel pouvoir de changer ce monde. On a le pouvoir de l'abîmer, mais peut-être que la Terre est en train de se défendre actuellement, il y a la fonte des pôles, il y a les tsunamis, tout ça qui est en train de... Le réchauffement climatique est en train de nous dire la nature est plus forte. Et vous vous croyez malin parce que vous consommez des tas de trucs, vous avez des technologies très poussées, mais il y aura un moment où ça va vous revenir dans la gueule. Après, la problématique sera que vont faire les survivants? Est-ce qu'ils auront compris? Est-ce qu'ils seront capables d'inventer quelque chose de nouveau pour ne pas reproduire les erreurs passées? Mais peut-on inventer quelque chose de nouveau sans machine, justement, sans la technologie? Je crois, oui. En faisant confiance uniquement à la nature? La machine... Alors, parce que il y a plusieurs questions. Votre héroïne, en fait, elle arrive à créer l'identité des mutants grâce à la science. Oui. Grâce donc à une forme de technologie. Alors, pour répondre à votre question qui est excellente, on peut peut-être s'émanciper de la science par la science. C'est-à-dire que la science va nous apprendre à vivre sans elle. Et vous voyez déjà, regardez le fait que dans la nourriture, on est en train de prendre des trucs bio, ils sont bricolés par des paysans qui font des terrains plus petits et qui arrêtent d'utiliser les produits chimiques. Ça commence à arriver. Bon, c'est pas la règle, on en voit quelque chose dans l'actualité. Mais c'est-à-dire la connaissance de la chimie nous fait qu'on est en train de renoncer à la chimie pour pouvoir nous nourrir. Ça peut s'appliquer à tout le reste de la science. La connaissance de la science peut nous faire comprendre que la science, à un moment, a joué pour nous, maintenant ne joue contre nous, donc la science va nous aider à nous émanciper de la science. Les panneaux solaires vont nous permettre peut-être de trouver de l'énergie autrement que par le pétrole. C'est de la science qui nous permet de nous libérer d'une autre forme de science. En fait, le mot science n'est pas le même mot, le bon mot. Vous pensez science, vous pensez technologie. Pour moi, science, c'est comprendre ce qui se passe. Après, quand on comprend ce qui se passe avec des machines, c'est une branche de la science. Mais la science, c'est-à-dire, il n'y a jamais de moment où on sait trop de choses. Il y a des moments où on utilise mal les choses que l'on sait.
parce qu'on a peut-être trop d'informations. Le temps qui nous est imparti va s'achever dans quelques instants. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vous êtes connectés, évidemment, vous êtes nombreuses et nombreux, vous pouvez poser vos questions, puisque avec une voix off, mais qui est une voix humaine, Bernard Werber, Gilles Tassery, Hervé, nous allons avoir dans quelques instants des questions qui vous seront posées et vous aurez la gentillesse d'y répondre. Mais je vous propose de conclure, Gilles Tassery, puis je donnerai évidemment aussi le mot de la fin à Bernard Werber, sur l'optimisme que l'on peut avoir sur le genre humain. Il ne faut pas être optimiste. Non, je pense que moi j'aime bien le mot tragique. C'est-à-dire qu'il faut regarder un environnement tel qu'il est. Il ne faut pas être sur-optimiste, sur-pessimiste. Il faut dire, voilà, la situation elle est comme ça. Est-ce que j'ai la capacité de m'adapter? Pour alimenter ce que vient de dire Bernard, l'homme à la base, c'est simplement le plus grand prédateur qui ait survécu sur le monde. C'est ça notre unique force. C'est pour ça dire que les enfants, quand ils naissent, on revient aux enfants, sont incapables de survivre. Un girafon, il naît et il court. Hein. Voilà. Parce que lui, il a une belle pyramide de prédateurs. Et après, on a mis en effet de l'évolution, mais avec toujours cet instinct guerrière. Nous sommes des guerriers. Donc après, jusqu'où on va pousser ça? Est-ce qu'en effet, il y aura de la sagesse? Avant, on avait les sages. Aujourd'hui, malheureusement, on en a toujours. Je pense qu'ils s'expriment. Ils n'ont plus la possibilité de s'exprimer. Avant les questions, Bernard Werber, est-on aujourd'hui, 9 février 2024, dans le temps des chimères? Non, pas encore. Pas encore? De toute façon, c'est l'objectif d'un auteur de science-fiction, c'est de prévoir ce qui va arriver après. Et ce que je disais tout à l'heure, la science-fiction, l'actualité va tellement vite que pour nous, il faut que je prévoie déjà des choses. Vous savez, quand je suis né, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Ouais. Actuellement, il y en a 8 milliards. C'est énorme. C'est-à-dire qu'entre le moment où je suis né et aujourd'hui, il y a plus d'êtres humains que tout le système avant. C'est-à-dire on est dans une spirale historique. Et en même temps, on est trop nombreux. On n'est pas seulement trop nombreux. L'histoire accélère. Non, parce que si on prend l'humanité complète, on peut la mettre dans le lac Léman. C'est pas énorme. Si on l'empile. Hein. Oui, mais on sera un peu serré, peut-être. Un peu serré. Il faut l'empiler, et oui. Et là, on aura des buildings assez importants, en effet. Il y avait un roman qui s'appelait Tous à Zanzibar, qui imaginait, de Brunner, qui imaginait toute l'humanité sur une île. C'est pas un problème qu'on est trop nombreux, c'est qu'on n'a pas trouvé une manière de fonctionner en harmonie entre nous et avec la nature. Et peut-être ensuite avec cette troisième agent qui est les machines. Et c'est ce qui est en train de se faire. Mais moi, je suis très content de vivre à notre époque. D'abord, je considère que c'est la meilleure époque de toutes les époques. Ensuite, je vois, à chaque fois que j'allume la télévision ou j'écoute la radio, je vois un film. Il se passe des tas de trucs nouveaux. Il faut se tenir au courant et ça devient une drogue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai envie de savoir tout ce qui se passe partout dans le monde, dans le temps. Et ça... Imaginez quelqu'un qui était au Moyen-Âge, il ne voyait pas grand-chose. Il voyait une épidémie de peste qui correspondrait à notre Covid, si ce n'est qu'il ne savait même pas d'où ça venait. Puis il voyait une guerre, et puis après, il mourait à 40 ans. Donc le film était moins intéressant, moins rapide, et il se passait moins de choses. Sans parler qu'ils n'avaient pas de système d'information, donc ils ne savaient pas ce qui se passait en Chine ni en Afrique. Et ça pourra faire l'objet d'un autre débat avec grand plaisir, avec vous deux, parce que je pense qu'il y a une complicité intellectuelle qui s'est établie, qui est intéressante, mais même sur les réseaux sociaux, qui ont changé tellement de choses aussi dans notre communication, notre manière de vivre. Bernard Werber, Le temps des chimères, aux éditions Albin Michel. Et je me connecte avec Hervé. Hervé, êtes-vous là? Y a-t-il des questions, mon cher Hervé, pour nos invités sur ce plateau? Bonjour Lionel, bonjour à tous. Effectivement, il y a des questions. Alors pour commencer, pensez-vous qu'un jour, il y aura des entrepôts sans êtres humains? Alors peut-être pour les entrepôts, Gilles Tassery, vous pouvez répondre. Moi, j'allais voir justement... Après, si Bernard veut répondre sur les êtres humains et les entrepôts, avec plaisir. De façon opérationnelle, non. Non, et en plus, je vais me reporter sur quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est Éric Aymar, qui est le patron d'Idées Logistiques, qui le disait. On va mettre beaucoup d'automatisme, mais à un moment, beaucoup d'opérations seront toujours humaines. On aura au minimum peut-être 20, 30, 40% d'êtres humains au milieu de tout ça. La machine va faire un flux entièrement automatisé et facile à reproduire. Après, le geste humain et l'apprentissage, peut-être dans 50 ans, dans 100 ans. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas du tout. Hervé, question ou pas question? Question. L'intelligence artificielle pourra-t-elle un jour éprouver des émotions? Elle le fait déjà. Alors, Bernard Werber. Ça dépend ce qu'on appelle émotion. Moi, le mot émotion me semble pas l'adéquat. Je dirais, l'intelligence artificielle pourra-t-elle avoir une conscience? C'est parce qu'elle aura une conscience d'elle-même. Une émotion, c'est quand vous avez l'impression que ça serait rire, être triste, ou être joyeux, ou rire. Mais l'émotion vient de la conscience de soi. Pour l'instant, l'intelligence artificielle
est en voie d'avoir conscience d'elle, mais elle n'y est pas encore. Je pense que c'est un coup d'ici 2 à 3 ans, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, mais il y aura un moment où, quand on va s'adresser à l'intelligence artificielle, elle parlera en son nom, et là, on pourra avoir des émotions, et là, on va rentrer dans un nouveau jeu. Mais tout ça est déjà évoqué et par Asimov, et par Frank Herbert, et par Philippe K. Dick, et je renvoie aux livres de science-fiction des années 70 et 80, qui déjà avaient exploré tout. Le tout premier à parler de ça, c'était Simulacron 3, d'un garçon qui s'appelle Francis Galouille, qui est un Français installé aux États-Unis, et ça doit dater des années 30, et déjà, il ratissait toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, lisez de la science-fiction, vous comprendrez ce qui va nous arriver, parce qu'il y a quand même des gens partout dans le monde qui sont en train de se poser les bonnes questions. Bien sûr, vous voulez compléter, juste une chose, puisque Bernard parlait de Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est quand même lui qui a créé la loi des robots. Aujourd'hui, ce que je vois dans la robotique, personne n'en parle de ça. C'est-à-dire qu'un robot ne peut pas faire du mal à un humain, un robot doit se protéger, mais à condition que ce ne soit pas au détriment d'un être humain. On ne le voit pas du tout. Le deuxième, c'est qu'il doit servir un être humain. Il doit servir un être humain, oui, pardon. Et pourquoi ne peut-il pas faire du mal à un être humain? C'est des lois qui sont établies pour que les robots ne se rebellent pas. Donc la première loi qui est évoquée... S'il y a une poussière dans la machine, pardonnez-moi, hein, si à un moment donné ça déraille... Oui, mais c'est pour ça qu'Asimov en a fait. Mais c'est intéressant, je vais le répéter, mais un robot ne doit pas faire de mal à un être humain. Deuxième loi, un robot doit obéir à un être humain. Et troisième loi, si les 2 premières lois sont respectées, le robot peut sauver sa vie. Il est apparu une 4e loi, qui est avant la première, qui dit qu'un robot doit essayer de sauver l'humanité, même si c'est en faisant du mal à un être humain, même si c'est en n'obéissant pas, et même si c'est en ne se sauvant pas. Et cette loi de préservation de l'humanité, qui fait la fin du cycle et de fondation et des robots, c'est la clé. C'est-à-dire à quel moment il faut dire non à l'être humain, non au robot, pour dire oui à toute l'espèce, à la survie de toute l'espèce. Et ça rejoint ta question où tu demandais, est-ce que notre espèce est en train de s'autodétruire? Si on programme les robots à nous sauver, et c'est peut-être ça serait ça qui serait intéressant, mais de nous sauver globalement, de sauver notre espèce, peut-être qu'on sera un peu plus en sécurité, nos enfants seront un peu plus en sécurité pour les années futures. Il faut espérer que ceux qui les créent aient lu Isaac Asimov. Lisez Asimov, puis voilà, et tout simplement. Cette loi n'est pas respectée puisque donc les missiles équipés d'intelligence artificielle sont quelque part des robots qui vont tuer des êtres humains et qui réfléchissent comment en tuer un maximum. Bien sûr. Il y a beaucoup de monde pour les questions, beaucoup de monde connecté évidemment. C'est une émission qui a beaucoup de succès pour sa première, donc tant mieux. Mais par rapport au temps qui nous est imparti, on va prendre encore une toute dernière question. Pardonnez-nous, on déborde un tout petit peu, mais le débat est tellement passionnant qu'on prend encore une question, mon cher Hervé, puis on refera ce rendez-vous encore une fois pour donner satisfaction à tout le monde. Question Hervé. Selon vous, dans combien de temps l'intelligence artificielle dépassera-t-elle l'intelligence humaine? Ça dépend des humains. Pas de l'intelligence artificielle. Ça dépend dans quel domaine. Moi, je me rappelle du match Kasparov contre Deep Blue. C'est une bascule. C'est-à-dire que le jeu d'échecs qui est considéré comme notre domaine d'expression de notre génie a montré que l'intelligence artificielle est meilleure que nous aux échecs. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle a déjà dépassé l'intelligence humaine. Mais il y avait le jeu d'échecs et il y avait le jeu de Go. Ce qui a été intéressant, c'est que ensuite, la revanche, l'homme plus la machine a dépassé l'IA. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est oui, on a quelque chose qui est à côté, mais il va me rendre différent. Parce que moi, ma capacité, c'est un peu comme la guerre des mondes. Les extraterrestres sont uniquement une sorte de masse cérébrale qui se déplace dans des machines qui servent à tout. Peut-être que la finalité de l'être humain, c'est ça. C'est-à-dire pour exploiter notre pleine capacité, et je rejoins ce qu'il y a dans ce livre, mon corps est limité. J'ai envie de rester 1 heure sous l'eau quand je fais de l'apnée. Moi, j'adore faire de la monopalme. Au bout d'1 minute, je suis... Voilà. Et donc, on a aujourd'hui, pour moi, ça qui doit se mettre en place. C'est comment je peux, non pas lutter, mais comment je peux m'améliorer et accompagner. Malheureusement, je le répète, et c'est un peu dur, comme souvent je le suis, une grande partie de l'humanité n'est pas adaptée à ça. Merci infiniment. Vous pensez, vous, Bernard? Je vous laisse le mot de la fin, Bernard. Berbère, si vous voulez. Qu'est-ce que je peux dire? Restons optimistes. Ouais.
ne serait-ce que pour être en bonne santé. Parce que tout à l'heure, il parlait de tragédie, c'est le seul domaine où je diverge. Moi, je crois qu'on est dans une comédie. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer, c'est une grande blague. Il faut rester décontracté. Et surtout, la chose qui est la plus dure pour moi, c'est de ne pas se retrouver démoralisé par les actualités ou par la peur. Parce que là, on est comme les animaux, on est bloqué. Cortex cérébral. Et on ne réfléchit plus. Il faut se dire, 1, c'est une comédie. 2, ça va finir par s'arranger. 3, si on n'y arrive pas, nos enfants y arriveront peut-être. Et 4, ok, il y aura un happy end. Et si il n'y a pas d'happy end, c'est que ce n'est pas la fin. C'est une divine comédie. Merci Bernard Werber, merci infiniment. Le temps des chimères aux éditions Albin Michel. On a passé un moment merveilleux dans notre émission. Et un grand merci à Gilles Tasserie, le fondateur d'Identique. C'est moi qui vous remercie. C'était formidable cette émission, on est d'accord? Ouais, merci à vous. Du verbe à l'action, on revient très vite. Soyez connectés avec nous et merci infiniment. Et je vais en profiter, je ne le fais jamais, pour faire signer par nos 2 invités cet ouvrage. Et s'il vous plaît, je voudrais voir votre signature, celle de Bernard, bien sûr, mais celle de Gilles Tasserie également. Merci infiniment. À très bientôt, j'ai beaucoup de chance. Et on vous retrouve sur la Supply Chain Village, le média, très rapidement. À bientôt et merci de nous avoir suivis. Salut. Identique a été heureux de vous présenter l'émission du Verbe à l'action.